Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la prolongation du conflit en Ukraine, on va aussi parler du narratif ukrainien et russe, et aussi de la doctrine russe, dont personne ne parle parce que personne ne veut la voir, et tout ça toujours du point de vue macro. J'insiste là-dessus, je ne vais pas vous vendre du rêve sur des offensives magistrales, des Wunderwaffen qui renversent le cours de la guerre, l'écroulement de l'Ukraine ou autre. Je ne me pencherai pas sur tel ou tel village qui passe sous un contrôle, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je ne vais pas tout réexpliquer, nous avons fait des précédentes vidéos sur le sujet qui mène à celle-ci, principalement celle sur la stratégie de paralysie de l'Ukraine par la Russie, celle sur l'usure de l'armée ukrainienne, celle sur la problématique de l'armée russe et celle sur le nouvel ordre international qui se dessine, qui sont les plus intéressantes. Tout d'abord, on va poser les deux narratifs et objectifs du conflit en Ukraine actuellement, car c'est important de le rappeler. On a donc dans un premier temps le narratif ukrainien, l'Ukraine et le gouvernement ukrainien, c'est la position la plus délicate, l'Ukraine subit ce conflit, son territoire est amputé, son objectif à l'instant T c'est donc d'éviter à tout prix un cessez-le-feu, et encore moins un accord de paix, car l'un comme l'autre impliquerait de fait que l'Ukraine accepte la perte de ses territoires à l'instant T. L'Ukraine cherche donc à maintenir une position de négociation plus forte pour peser davantage dans les négociations, mais cela, vous l'avez deviné, impliquerait en fait un tournant dans la guerre. Tournant dans lequel l'armée ukrainienne passerait pour de bon à l'offensive et où les Russes et leurs alliés reculeraient. Le tout appuyé par les armes occidentales, mais ça vous connaissez ce narratif, c'est celui que vous voyez tous les jours et pour le moment on peut rester assez dubitatif sur son exécution. La communication ukrainienne, elle axe principalement son narratif sur tout cela, autant en interne pour motiver sa population qu'à l'international. La raison elle est simple, l'armée ukrainienne elle tient majoritairement grâce à l'aide occidentale, on en avait parlé dans notre vidéo sur l'usure, et il faut donc donner des gages de réussite pour recevoir son armement et ses milliards d'euros, mais aussi pour avoir l'approbation de la population des pays donateurs. Alors on a ensuite le narratif russe. La Russie agit en terrain conquis, elle est donc en meilleure posture, mais la popularité de la guerre dépend en grande partie de son résultat sur le terrain, c'est-à-dire l'annexion des territoires ukrainiens à la Fédération de Russie, et constamment dans les médias russes, vous avez des informations sur le programme scolaire qui change dans les régions sous contrôle, la distribution de passeports, les projets de référendum qui arrivent, puis qui sont repoussés, puis qui reviennent, la langue russe qui retrouve son statut officiel, le rouble qui s'implante, les numéros de téléphone qui changent, etc., etc. Le but est de faire comprendre que la situation en Ukraine change et que cette opération, et je parle bien du point de vue militaire, c'est une opération, ne sert pas à rien. Dans le même temps, le défi pour la Russie, c'est aussi de contenir l'Occident. Car l'Occident, c'est son seul frein à ses objectifs en Ukraine. Sans le pré-bail, l'armée ukrainienne se serait en partie écroulée sur la durée, et c'est sans doute là d'ailleurs que la Russie a sous-estimé la mobilisation américano-occidentale, sur laquelle je pense il ne misait pas, et malgré un monde occidental qui est en crise sociale et politique depuis plusieurs années, le soutien à l'Ukraine, et principalement le soutien américain, permet à son armée de tenir face à la Russie. Reste à voir combien de temps, bien sûr, et si cela sera suffisant. Et c'est tout ça qui explique par exemple le chantage nucléaire en réaction. La Russie, en retour, elle doit peser dans la balance et démontrer qu'elle est prête à payer un coût bien supérieur à celui de l'Occident autour de la question ukrainienne. Et c'est là que l'on verra qui, de l'Occident ou de la Russie, va céder le premier. Là où la situation est plus compliquée sur le plan opérationnel, c'est que malgré un harcèlement continu, le front se stabilise avec une progression limitée et l'entrée dans une phase d'attrition du conflit que l'on a déjà expliqué dans notre précédente vidéo il y a plusieurs mois. Et c'est ce qui explique une nouvelle dialectique de la Russie, mais c'est aussi un choix doctrinal de la part de la Russie sur lequel on reviendra. Du point de vue russe et politiquement, le conflit se transforme. D'une opération contre le gouvernement ukrainien, on passe à une confrontation avec l'Occident qui utilise l'Ukraine comme un proxy et qui tient sous perfusion l'armée ukrainienne. Là où celle-ci, si elle avait été seule et malgré plusieurs coups d'éclat, aurait été inévitablement anéantie sur la durée. Alors pourquoi un accord de paix semble encore éloigné ? Il faut savoir que pour le moment, les perspectives ou d'un cessez-le-feu ou d'un traité de paix semble très loin, et pour cause, si l'un comme l'autre est déclaré actuellement, le vainqueur, certes partiel, c'est la Russie. Même si l'intégralité de ses objectifs ne sont pas remplis, je suis très catégorique, pas de victoire symbolique, de victoire des esprits ou que sais-je,
En signant, l'Ukraine perdrait le contrôle non seulement de l'utilité du Dniepr, dans l'extrémité dominée par la Russie, mais aussi de villes stratégiques comme Energodar, qui est le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Melitopol, qui est un centre industriel entre le Donbass et la Crimée, ou encore Berdiansk, qui est un important port d'exportation de céréales sur la mer d'Azov, pour ne citer que ces points stratégiques. La rhétorique des responsables occidentaux, elle souligne d'ailleurs que les armes livrées sont avant tout destinées à aider à la position de négociation de l'Ukraine, plutôt que de remporter la victoire totale ou de vaincre la Russie. Et en face, la Russie, parlons-en, elle n'a pas d'intérêt non plus à signer un cessez-le-feu qui marquerait la fin de ses opérations de harcèlement sur la ligne de front et renforcerait dans le même temps l'Ukraine. Certes, la Russie obtiendra une victoire, mais bien loin de ses objectifs, et loin, et très loin de ses moyens engagés jusqu'alors. Et je pense notamment à la prise de la totalité de l'oblast de Donetsk et du littoral qui reste encore à faire. Maintenant, on est arrivé dans un point dans le conflit où le désintérêt est progressif et où les analyses tournent en rond. Mais il faut comprendre une chose, c'est la doctrine de la mobilisation permanente de la Russie. On va parler des influences de la doctrine politico-militaire russe contemporaine qui va au-delà même du cadre militaire de l'art opératif. L'art opératif, je pense que vous le connaissez, qui est d'ailleurs pratiqué sur le terrain à une échelle extrêmement réduite, compte tenu du peu des effectifs engagés de la part de la Russie. Généralement, on dit que la Russie, forces tchétchènes, séparatistes inclus, c'est à peu près entre 200 et 240 000 hommes sur une ligne de front de 900 km, face à une armée ukrainienne qui est numériquement plus nombreuse. Donc la doctrine militaire russe contemporaine, c'est aussi de la politique. Elle commence par la théorie marxiste de la guerre, qui est un héritage de la guerre civile russe. Cette théorie, elle enseigne que la guerre est une continuation de la politique et qui est elle-même puisée dans le célèbre Clausewitz. L'école militaire russe, elle a aussi hérité de la vision dialectique de la guerre, c'est-à-dire qu'une guerre locale fait aussi partie de la rivalité géopolitique mondiale, par exemple lors de la guerre froide face à l'impérialisme occidental, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, cette guerre en Ukraine provoque une accélération du mouvement des BRICS, donc une remise en cause de l'ordre international post-Seconde Guerre mondiale, puis post-guerre froide avec l'hyperpuissance américaine en faveur d'un mouvement multipolaire et non aligné qu'essayent notamment de porter la Chine et la Russie. La doctrine russe, elle est également influencée par la vision maoïste de la guerre. Mao n'est pas nécessairement une grande inspiration militaire, mais par la vision maoïste de la guerre, et je dis bien la vision, je veux parler de l'ouverture de plusieurs fronts en cas de guerre prolongée. Par exemple, cela signifie que la Russie, ou l'Union soviétique avant elle, parce qu'elle le faisait déjà, ainsi que la Chine actuellement, cible des points clés sur le globe, et notamment les pays en voie de développement, comme un moyen de saper la puissance occidentale et son influence, et on le voit par exemple en Afrique. Dernière chose sur la doctrine russe, il y a aussi la notion de la mobilisation permanente. Cette notion, elle a été développée par le théoricien militaire soviétique Zvechin. Zvechin, c'est un militaire et théoricien de l'Empire russe qui est devenu général en 1916, donc en pleine Première Guerre mondiale, puis qui a rejoint les bolcheviks lors de la guerre civile. Il a notamment écrit son livre de théorie militaire Strategia, donc la stratégie tout simplement, en 1926, avant d'être victime des purges staliniennes en 1938. Ce qui est bien dommage d'ailleurs puisqu'il avait prévu en partie ce qui allait se passer pour l'Union soviétique, c'est-à-dire un ventre mou par le corridor polonais, la perte d'une partie importante du territoire soviétique, et il préconisait d'ailleurs déjà de prendre des dispositions pour délocaliser le cœur industriel soviétique dans l'Oural et préconiser une guerre d'attrition pour ensuite annihiler l'adversaire. Je schématise car c'est beaucoup plus complexe que ça et son travail a ensuite été repris par d'autres généraux russes, mais vous pouvez aller lire son livre. Il a été réhabilité en 1956 lors de la déstalinisation, puis après l'arrivée au pouvoir du Mikhail Gorbatchev en 1985, les réformateurs militaires ont préconisé une refonte fondamentale de la doctrine militaire soviétique, qui avait longtemps été orientée vers l'action offensive, par exemple en Afghanistan, mais qui n'était pas concluante sur le long terme. Ces nouveaux penseurs ont donc préconisé une orientation plus flexible et défensive de la politique militaire soviétique, en s'appuyant notamment sur des exemples historiques et des théoriciens pour étayer leurs arguments. Vous voyez là où je veux en venir, c'est à ce moment-là qu'on a déterré Zvechin, sans mauvais jeu de mots, qui avait une vision plus équilibrée de la relation entre l'attaque et la défense, pour justifier une doctrine à une structure de force plus défensive. Et d'ailleurs, l'école militaire anglo-saxonne synthétise souvent les travaux de Zvechin dans la catégorie attrition et annihilation, donc plutôt sur la défensive, mais sa doctrine est en fait plus complexe que cela, et en réalité très opportuniste.
Zvechin explique qu'il est nécessaire de faire des changements lents et graduels en réponse à un environnement modifié par la politique, l'économie ou encore la technologie dans le cas de la guerre. Ce qui signifie que la bonne approche de la guerre à un moment et dans une circonstance donnée peut être totalement inappropriée à un autre moment dans une autre circonstance. Alors, voyons voir un petit peu l'opération dans les grandes lignes encore une fois avec la théorie de Zvechin. Et voyons voir si les Russes la mettent ou pas en application. Pour Zvechin, le défaut essentiel de beaucoup trop de théoriciens et de généraux, c'est leur témérité et leur incapacité à reconnaître que les temps et les conditions changent, et que la stratégie et la tactique doivent donc changer avec eux. Pour illustrer cela, on l'a vu dans l'opération russe en Ukraine, une première phase, très rapide, on prend le plus rapidement des objectifs clés, on pénètre en profondeur dans le sud, on cherche à toucher la capitale Kiev au nord, le cœur politique de l'adversaire, et finalement on constate une nouvelle circonstance dans le conflit, à savoir une aide occidentale qui change les conditions de départ et une résistance plus farouche que prévu, avec une armée ukrainienne qui a purgé ses cadres russophiles et s'est renforcée depuis 8 ans. En réponse, on cède le front nord difficilement tenable, on conserve le front sud vital, la partie de la Novorossia qui touche notamment la mer Noire, et on opère ce que les Russes ont appelé une deuxième phase de l'opération, des mouvements de troupes et des offensives réduites qui permettent de prendre Mariupol, de prendre les derniers territoires de l'oblast de Louhansk, avec notamment Lysychansk et Severodonetsk, et on entre progressivement dans des mouvements plus lents, qui laissent la place à une guerre de harcèlement, d'attrition, pour ensuite annihiler l'adversaire quand une brèche se forme à l'instant T. On passe donc de la destruction à l'attrition, de l'attaque à la défense, de la manœuvre à la guerre de position. Et ça, dans l'armée russe, c'est en partie le travail de théoricien de Zvechin, repris et amélioré ensuite, bien évidemment. Chacune de ces formes, donc la destruction, l'attrition, la défense, etc., influente de manière différente la ligne de conduite stratégique à adopter. Je schématise énormément, mais je vais vous donner un exemple concret. Début de l'opération. L'armée de l'air russe est active et soutient la progression au sol. Nouvelle circonstance, la livraison de Stinger en masse de la part des Américains aux Ukrainiens. Pénalité et difficulté à tenir l'espace aérien. Qu'est-ce qu'on fait ? On adapte la stratégie, c'est l'armée de l'air qui restera majoritairement au sol, et c'est l'artillerie qui gagne en importance et qui appuiera au sol. Donc mouvement plus lent et moins rapide des troupes, car l'artillerie est moins mobile, donc on décélère le rythme au sol, et qui dit mouvement plus lent dit on réadapte également la stratégie en réduisant la voilure. Dans le même temps, la logistique arrive à suivre plus facilement les combats, on passe à une guerre de quasi-position, ceci avant de repasser à un mouvement offensif si les conditions se présentent. Même chose avec les javelins qui décroissent l'importance du char de combat mais accroissent celui de l'infanterie, etc., etc. Un autre point de la doctrine de Zvechin, alors je dis Zvechin mais en réalité c'est plutôt la doctrine militaire russe, c'est que ce n'est pas un grand amateur de blitzkrieg et d'opérations spéciales, alors pour l'époque parce que Zvechin est mort en 1938 bien sûr. Il condamne l'idée que de petites forces, même motorisées, peuvent conquérir des états modernes à eux seuls. Il avertit aussi des risques d'encerclement et il privilégie à la place l'armée en bloc, quitte à ce qu'elle progresse plus lentement, mais avec tout un éventail de capacités pour répondre aux changements. Et je trouve que cela fait parfaitement écho à ce qui s'est passé dans le nord de l'Ukraine. On a par exemple eu les blindés qui se retrouvaient à sec, qui étaient éloignés de leur bataillon. Souvenez-vous aussi de l'assaut sur Hostomel. Certes, c'est une opération de choc qui demande du courage, mais finalement le résultat est nul. Le point n'a pas été tenu, le risque d'encerclement était trop grand, l'armée trop éloignée, et il y a eu la perte de soldats expérimentés qui auraient été utiles ailleurs, et particulièrement en ce moment, par exemple dans du harcèlement sur la ligne de front. Un autre point que Zvechin aborde et qui concorde, je trouve, avec la guerre en Ukraine actuellement, c'est qu'il dit que les États qui pratiquent la mobilisation totale, donc en l'occurrence l'Ukraine, signifie qu'on ne peut plus vaincre l'adversaire en une seule campagne militaire, aussi réussie soit-elle. Il faut à la place un conflit permanent pour épuiser et saper la capacité de résistance de l'État adverse, et c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis la deuxième phase et depuis plusieurs mois. On en parlait notamment dans notre vidéo sur comment la Russie veut paralyser l'Ukraine. Donc pour gagner face à un pays qui pratique la mobilisation totale, il faut donc un conflit permanent. Et bien évidemment, qui dit conflit permanent, dit, de la part, en l'occurrence de la Russie, une mobilisation permanente autour de son opération.
Le but est que l'État doit éviter à tout prix ce qu'on appelle la surmobilisation de la guerre. Cette surmobilisation, c'est la mobilisation de la société entière, des individus, de l'économie, et ce qui peut déclencher une crise politique ou même une révolution, et la Russie est bien placée pour le savoir. Sveshine suggère donc que la mobilisation doit être la plus rationnelle possible, limitée, et donc que la situation économique doit être profondément évaluée avant et tout au long de la guerre. L'arrière doit être sécurisé et hors de portée de l'ennemi, et la mobilisation doit être la moins éprouvante possible. Et tiens, cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce qu'est en train de faire la Russie en ce moment en Ukraine? La Russie ne procède pas à une mobilisation générale de son armée. L'arrière, en dehors de quelques villes adjacentes à l'Ukraine, ne voit rien de la guerre. L'économie russe a déployé un airbag pour limiter l'impact des sanctions. On retrouve exactement le même schéma de pensée de Sveshine et des théoriciens soviétiques puis russes qui ont été ses adeptes. Alors tout ça aide déjà mieux à comprendre la logique russe. Après attention, rien n'est infaillible non plus. Je ne fais ici que vous expliquer un point central d'une partie de la doctrine militaro-politico-économique russe. Il faudra voir les résultats sur le terrain et sur le long terme, mais j'espère ici vous avoir offert des clés pour comprendre une bonne partie de la stratégie russe en Ukraine. Pour terminer sur la théorie militaire russe, je le dis clairement, un conflit permanent signifie une guerre sur la durée. Donc comme on l'a senti depuis 2 mois, et cela ne signifie pas que la guerre est au point mort. Elle continue avec du harcèlement sur la ligne de front, elle continue à l'arrière, elle continue dans le grand jeu diplomatique à l'international. Et d'ailleurs, au niveau mondial, la Russie a lancé des batailles idéologiques, des batailles des ressources, une bataille énergétique, une bataille économico-financière contre l'Occident qui est le soutien de l'Ukraine. L'objectif, c'est d'épuiser le potentiel économique et financier de l'Occident, et en particulier la domination du dollar américain, car si le dollar tombe, les États-Unis tombent, et si les États-Unis tombent, c'est le monde multipolaire, comme il a existé auparavant, qui renaîtra. L'Ukraine est l'un des plus grands pays d'Europe, sa population est importante, ses besoins sont importants, et si l'Ukraine était en fait l'éponge à dollars utilisée par la Russie. Et inversement, les Américains et les Occidentaux veulent utiliser l'Ukraine comme un bourbier pour la Russie. Mais la Russie mise sur le fait que l'énorme fardeau du soutien économique et militaire à l'Ukraine va créer des divisions au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne, ce qui risque d'arriver. L'Ukraine a un risque très élevé également de défaut de paiement, l'argent investi dans la guerre en Ukraine ne sera sans doute jamais retrouvé, et cela dans un contexte de monde en crise post-Covid, avec une inflation qui était déjà galopante avant le conflit. En fait, la Russie dans la guerre en Ukraine, elle fait non seulement une guerre pour remplir des objectifs militaires basiques, à savoir annexer une portion de territoire, mais elle a aussi une dimension bien plus grande, celle de rabattre les cartes d'un nouvel ordre international, et donc de combattre les États-Unis et leurs proxys. On va se retrouver très prochainement pour poursuivre sur le sujet et également voir d'autres thématiques géopolitiques, puisque vous le savez, il n'y a pas que la guerre en Ukraine qui est actuellement en cours. N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre sur nos différents réseaux, Discord et Telegram principalement, mais il y a aussi Facebook ou encore Instagram. Notre revue de géopolitique est également disponible, le premier numéro étant sorti en juin, tous les liens sont en description, il porte également sur la Russie, et on prépare déjà le prochain numéro qui sera notamment axé sur la rivalité sino-américaine. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker ou de commenter, c'est très important pour le référencement, surtout en ce moment sur YouTube, et je vous dis à la prochaine.